Et je vous propose de commencer cette session de cet après-midi par un petit film. Un petit film d'1 minute. Je ne sais pas si vous voyez le panneau là. Break Free, May 21st. Le 21 mai, en fait, c'est la journée mondiale des poissons grands migrateurs, d'où leur remise en liberté, je crois. Je crois que c'est ça qu'on célèbre. Et c'est ça, World Fish Migration Day, donc c'est la journée mondiale des poissons migrateurs, le 21 mai. Et donc toute la semaine qui précède le 21 mai, c'est-à-dire cette semaine-ci, on peut la consacrer, on a le droit aux poissons migrateurs, ce qui tombe assez bien pour nous. Et donc on va voir un petit film d'1 minute pour nous mettre dans le bain, si j'ose dire. Hello France, this is Herman Wanningen. Bonjour à tous, je suis le fondateur de la Journée mondiale pour les poissons migrateurs. J'espère que vous avez une conférence très intéressante dédiée aux poissons migrateurs à Pléneuf. Donc on a commencé en 2014 cette journée mondiale et ensuite il y a eu un succès très important. Partout dans le monde, les personnes montrent les poissons. Ils ont montré qu'on pouvait libérer les poissons en effaçant les barrages et tous les obstacles qui empêchent la montaison des poissons. Donc j'espère que votre conférence sera vraiment un succès. Nous avons une conférence ici qui s'appelle « Connecter les rivières entre elles ». Lorsque vous allez voir cette vidéo, vous pourrez voir cela. J'espère que vous allez donc passer une bonne conférence. Bonne chance à vous. Voilà, merci beaucoup. Et donc le Portugal, la Normandie, la Bretagne, l'Angleterre, l'Irlande, c'est le monde entier qui est avec nous. Et ça tombe bien parce que c'est des poissons qui bougent partout. Et donc, let's talk about smolt. On va parler des smolt maintenant avec Céline Artero du Game and Wildlife Conservation Trust. Trust. Merci. Oui, ça ne sert à rien que je me mette avec 2 micros. Ok, bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai été si bien introduit, moi, je m'appelle Céline Artero. J'ai joint le Game and Wildlife Conservation Trust pour travailler sur le work package de tracking que Dylan a mentionné ce matin sur le projet Ça marche. Et le projet tracking s'est focalisé sur le suivi migratoire des saumons et truites de mer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ce travail seulement. À la fin de la présentation, je mentionnerai vraiment rapidement les autres parties du projet pour que les questions s'ouvrent au cas où aussi sur la globalité du projet tracking. Donc aujourd'hui, en fait, je suis là pour vous parler de la survie des smolts pendant leur dévalaison et on a essayé de comprendre quels paramètres pouvaient influencer leur survie lors de cette phase de leur vie. Fallait que ça tombe sur moi. Peut-être qu'il faut l'allumer. Ah ça, c'est... Maintenant, c'est on. Ça a marché juste avant et ça ne marche plus maintenant. Non, bah c'est moi, c'est pas grave. Merci. Voilà. Ok, donc je reviens très rapidement. Vous savez de toute façon tous le cycle vie du saumon, mais en fait, je voulais juste vous représenter d'un point de vue très graphique ce qu'on connaît et ce qu'on connaît moins bien du cycle de vie des salmonidés. Et donc, comme vous l'ont présenté Dylan et Étienne ce matin, on a une compréhension un peu plus poussée sur le cycle de vie en eau douce de ces espèces et beaucoup moins dans la partie marine. Et c'est ce sur quoi se focalise le projet Ça marche, à améliorer les connaissances sur la phase marine du cycle de vie des salmonidés. Donc pour ce faire, vous avez aussi entendu parler de toutes les rivières index sur lesquelles sont faits des suivis où on a des données historiques et ces données nous permettent d'avoir des informations sur les tendances des populations. Donc si on prend un petit peu un zoom sur une rivière,
on a concrètement un site de suivi où les gens font des comptages d'une manière ou d'une autre qui vont permettre de compter les poissons qui dévalent, qui vont en mer. Ensuite, ils font leur migration sur les différents endroits qui ont été mentionnés ce matin. Et ensuite, ils ont un comptage des individus qui reviennent. Et ils ont constaté, comme on vous l'a présenté ce matin, des diminutions du nombre d'individus qui reviennent après un hiver de mer ou plusieurs hivers en mer. La constatation est qu'il y a cette constatation, elle est globale sur la migration marine dans sa globalité. Et nous, sur ces sites historiques, on s'aperçoit que sur le site de suivi, en fait, ça permet d'avoir des informations très importantes sur ce comptage à un temps donné. Mais après, en fait, on a une espèce de grosse boîte dont on essaye d'avoir des informations sur pourquoi il y a une diminution du nombre de poissons qui reviennent sur leur site de natalité. Mais vous avez, comme vous pouvez le voir en fait, sur mon schéma très très simple, en fait, cette boîte noire, elle commence à partir du site de suivi. En fait. Après le site de suivi, les informations sont floues et on parle de la migration marine dans sa globalité. Or, il y a différentes phases et sur le projet Ça marche, on essaye notamment de s'intéresser à la phase estuarienne et côtière, donc vraiment les débuts de la phase marine, savoir ce qui s'y passe, afin de compléter les informations. Et donc, le projet Tracking a permis de compléter les informations sur la dévalaison et sur la montaison des individus suivis. Et ici, on va s'intéresser uniquement à la dévalaison des smolts. Vous allez comprendre ensuite pourquoi on n'a pas pu les suivre à la montaison. Donc, le projet que je vous présente se focalise notamment sur les eaux de transition et côtières de différents fleuves. Et on s'est intéressé à des questions assez simples, notamment sur la temporalité, à quel moment les smolts étaient présents dans les estuaires, quel était leur comportement migratoire et quels étaient les paramètres influençant ce comportement. Et on s'est intéressé à ces questions sur deux espèces, donc les saumons et les truites de mer. On a d'autres questionnements qui s'intéressent cette fois-ci à leur taux de survie, comment ces smolts survivent dans cette petite phase de leur migration marine. Et on cherche à savoir donc combien meurent, identifier s'il y a des zones spécifiques dans cet estuaire où il y a des fortes mortalités ou alors au contraire des bons taux de survie. Et encore une fois, quels sont les paramètres qui influencent la survie des individus. Donc pour ce faire, on a utilisé des méthodes de télémétrie acoustique. Et donc pour vous présenter rapidement les méthodes, c'est classique. Donc on a notre poisson qui cette fois-ci s'appelle pimprenelle. On lui met un tag à l'intérieur par chirurgie et ce tag acoustique émet des bips régulièrement qui émettent leur identité. Donc on a le numéro du poisson et on peut ainsi suivre notre poisson grâce à des récepteurs qui sont déployés le long de son trajet migratoire. Donc globalement, pimprenelle avec son tag qui émet des bips à une fréquence régulière, quand elle s'approche du récepteur, elle est assez près pour dire « pimprenelle est par là » et quand elle s'éloigne, on ne la détecte plus et elle est passée. D'accord ? Donc ça, c'est le principe de la télémétrie acoustique. Et donc, si on refait schématiquement ce qui se passe, nous, à partir du moment où pimprenelle commence sa migration jusqu'à son arrivée en mer, on a ce défilé de récepteurs qui va permettre de détecter pimprenelle, ce qui va permettre de la suivre, mais aussi de regarder son comportement, parce que si elle décide d'être feignante et de ralentir tout d'un coup, on va pouvoir avoir des calculs de vitesse de migration, et aussi notamment à la sortie, où on a mis des récepteurs plus ou moins d'un côté pour savoir si elle pouvait partir vers le nord ou vers le sud, on a déployé des récepteurs pour voir dans quelle direction les poissons pouvaient partir. Donc ça, c'est le principe plus ou moins de base de notre travail. Et on l'a déployé sur 4 rivières différentes, 4 estuaires différents, qui font partie du projet Ça marche. Donc nous avons 2 rivières en Angleterre, le Tamar et le Frome, et 2 rivières en France, la Brelle et le Scorff.
Donc si je fais un petit zoom sur le Scorff, parce qu'on est en Bretagne, alors je l'ai choisi en premier, vous voyez qu'en fait on a des localisations que j'ai signifiées par des points blancs. C'est à chaque endroit où on a déployé des récepteurs acoustiques le long de la migration des poissons pour le suivre depuis le Moulin des Princes, pour ceux qui connaissent le Scorff, le site de marquage, et on l'a suivi tout le long de sa migration jusqu'à l'arrivée en mer. On a fait la même chose pour le Tamar, donc je vous présente plus ou moins les différents sites. Vous voyez que sur le Tamar, le site de marquage est beaucoup plus en amont que les premiers récepteurs dans l'estuaire. L'estuaire commence ici, à TE1, Tamar Estuary 1, et le poisson continue sa migration pour arriver ici dans la baie de Plymouth. On a deux sites qui sont un tout petit peu différents, qui sont le Frome et la Brelle. Donc le Frome, le site anglais, qui consiste à un estuaire qui est pas banal, parce qu'en fait, il forme une espèce de boule qui est fermée par un goulot d'étranglement. Donc il y a un faible passage. Au lieu de s'évaser, en fait, cela se restreint. Et donc on passe d'une boule, une espèce de ballon en fait, où les individus vont partir par ici. Et cette petite zone ici fait 400 mètres de large, donc c'est un peu particulier. Et les poissons vont pouvoir aller un peu partout. Pour la Brelle, il y a encore une spécificité pour ce site-là, car la Brelle, l'estuaire de la Brelle est en fait contrôlé par un système d'écluses. Et donc les poissons... excusez-moi. Les poissons qui arrivent sur le site de marquage assez haut, assez loin de l'estuaire, ont en fait deux solutions pour continuer leur migration, deux solutions qui sont barrées par deux portes d'un côté ou de l'autre, et il y a une passe à poissons qui existe pour passer de ce point-là au deuxième récepteur. Et donc les poissons en fait arrivent de l'eau douce, passent les portes et se retrouvent directement en eau salée. Donc il y a deux petites schémas de sites qui sont bien particuliers pour le Frome et pour la Brelle. J'insiste parce que ça va être important pour les résultats qui vont venir. Donc, on a marqué des individus qui partaient en migration, qui commençaient leur migration. On en a marqué 60 par espèce, par site et par an. Et ça a représenté 835 individus. On a fait ça au printemps 2018 et au printemps 2019. Donc, en même temps que le marquage des poissons, on a pris des mesures standards. Donc, on a pris la taille du poisson, son poids, et en fait, ça nous a permis de calculer la condition du poisson avec un ratio taille-poids. On a prélevé des écailles, et on vous en a parlé un peu ce matin, mais quand on lit les écailles, ça peut nous permettre de voir sa croissance, mais aussi l'âge des poissons. Et sur ces mêmes écailles, on peut aussi faire des analyses génétiques qui nous ont permis d'avoir le sexe de tous nos individus marqués. Donc on a ces informations en même temps que la migration du poisson, et également on a déployé des loggers qui ont enregistré la température, la salinité et l'oxygène dans l'estuaire. Le but étant de savoir si ces paramètres pouvaient plus ou moins influencer la survie des individus pendant leur migration. J'ai mis toutes ces informations, en fait, j'ai considéré toutes ces informations dans un modèle pour calculer et estimer la survie, mais je me suis également servi de paramètres qui sont liés à la migration elle-même, en fait. Donc, je vais vous présenter ces données un peu plus. J'ai regardé si la vitesse migratoire du poisson pouvait influencer sa survie, ou si est-ce que la date d'arrivée du poisson en estuaire pouvait influencer sa survie. J'ai utilisé quelques paramètres de la migration elle-même pour compléter un petit peu les paramètres dont j'allais me servir dans mon modèle, et ce sur les deux espèces, sur 4 sites d'études et les 2 années de suivi. Donc les premiers résultats, c'est vraiment rapide pour parler de la migration des individus et leur vitesse de migration. Je trouve ça quand même assez joli. Il y a des différences de comportement entre les deux espèces, et donc là, je vous présente un graphe sur les saumons.
vous avez en axe vertical la vitesse migratoire des individus et sur l'horizontale les différents sites qui sont avec une couleur différente et en fait leur vitesse migratoire en eau douce, en estuaire et à la côte. Donc, si on regarde les tendances en fait, sur les saumons, on s'aperçoit sur pas mal de sites, donc, on a une accélération des jeunes saumons pendant leur migration estuarienne. Et cette tendance est différente pour la Brel, notamment parce qu'ils se retrouvent face à cette porte qui est fermée et ils doivent chercher leur chemin. Donc il y a un ralentissement des smolts et du coup on ne retrouve pas cette tendance à accélérer des jeunes saumons. Si on regarde les truites maintenant, en fait, la tendance elle est un peu plus floue, mais elle est aussi opposée à celle des saumons. Et si on regarde, en fait, il y a deux sites, donc le Frome et la Brel, sur lesquels les truites ont tendance à diminuer de vitesse plus elles avancent vers l'eau salée. Et pour le tamar, la tendance est un tout petit peu différente, où les individus augmentent. Donc c'est un peu plus fou pour les truites, c'est un peu plus aléatoire, mais il y a quand même des saumons qui, grosso modo, filent droit devant et accélèrent plus ils arrivent vers... en fait, c'est comme s'ils étaient contents d'arriver sur leur site de nourriture. Et les truites, elles vont rester plus ou moins dans le coin, et donc elles prennent leur temps, pof, 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 petites tranquilles. Ce résultat que je vous présente maintenant, en fait, c'est la durée de présence des individus dans l'estuaire. Et donc, ça confirme les résultats de vitesse migratoire. Et donc là, en axe des sapsides, cette fois-ci, vous avez donc le nombre de jours que les individus ont été présents dans les différents environnements, donc encore l'eau douce, l'estuaire et les côtes, pour les 4 sites différents. J'ai oublié de vous dire, sur le Scorff, on n'a pas suivi de truites parce que la population de truites est très 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 réduite sur le Scorff, donc on ne pouvait pas avoir le nombre d'individus. Donc ce qu'il faut voir encore sur ce graphe, c'est qu'il y a encore des différences entre les deux espèces. Les truites restent évidemment beaucoup plus longtemps en estuaire et à la côte que les saumons, mais aussi il y a des tendances, encore une fois, avec un temps de présence des saumons qui diminue estuaire-côte, 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 alors que les truites utilisent ces deux habitats de manière similaire. Donc, toutes ces données ont été mises dans un modèle qui ont permis d'estimer la survie. Je vous passe les détails de ce modèle aujourd'hui, mais je voulais vous présenter quand même les résultats de ces estimations. Et je vous présente 2 graphes. Donc, j'ai mis saumon et truite côte à côte cette fois-ci, avec les taux de survie des 2 espèces. Il y a plusieurs choses en fait à remarquer. Déjà, c'est l'échelle qui est différente entre les 2 graphes et vous pouvez voir qu'en fait l'échelle des saumons va de 0,4, donc 40% à 100%, alors que les truites vont de 70 à 100%, ce qui veut dire que les truites, les smolts de truites, survivent globalement mieux à leur migration estuarienne que les saumons. La deuxième chose qu'on peut remarquer sur ce graphe, c'est que vous avez en vert, en carré vert, l'année 2018 et en croix l'année 2019. À part pour le tamar, ici, vous pouvez voir qu'en fait, les estimations de survie sur les 2 années, que ce soit pour les saumons ou pour les truites, sont très très similaires. Donc en fait, on a un taux de survie qui n'a pas beaucoup évolué dans le temps. Enfin, la dernière remarque sur ce graphe, ça va être cette survie du Frome, qui est carrément plus basse que sur les autres sites, et voilà, ça met en évidence potentiellement une problématique du Frome. Un autre résultat, maintenant, concerne les paramètres qui ont été mis en évidence ayant une influence sur la survie des poissons. Et un des paramètres qui ressort, en fait, c'est la vitesse migratoire. La vitesse migratoire influencerait de manière positive sur la survie des smolts. Et vous voyez qu'on retrouve cette même tendance avec une meilleure survie des truites. Mais grosso modo, les individus qui vont plan-plan ont plus de risques de mortalité que ceux qui vont beaucoup plus vite. L'autre paramètre qui ressort de notre analyse, c'est la distance.
Ça paraît assez intuitif, hein. Si on part pour un marathon, à la fin du marathon, on est carrément fatigué. Il y en a qui abandonnent et qui ne vont pas finir leur marathon. Et donc, du coup, on a une meilleure suivi sur des distances plus courtes et cette survie diminue plus on avance dans le site d'étude. Et en fait, du coup, ce résultat nous a amené à orienter les analyses et à regarder la survie non seulement sur la survie totale, mais sur la survie par kilomètre. Et si on regarde la survie par kilomètre, donc je vous remets ces deux graphes, et cette fois-ci, en fait, vous pouvez voir que les tendances ont un peu évolué, et la Brelle, qui a un estuaire très très court, comme je vous ai dit, ça passait de l'eau douce directement à l'eau salée, malgré une bonne survie totale des smolts pendant leur dévalaison. Comme c'est un estuaire très très court, sur le taux de survie par kilomètre, en fait, la Brelle rejoint le Frome sur des tendances beaucoup plus basses des survies des individus. Donc il y a en fait une importance du type de rivière. Le Frome et la Brelle sont des rivières calcaires. Donc finalement, on trouve des similitudes de ces sites par leurs caractéristiques, je dirais, des eaux elles-mêmes, donc des eaux calcaires, mais également avec finalement des configurations de l'estuaire eux-mêmes qui sont différents du Tamar et du Scorff, où les poissons migrent d'une façon directionnelle, sans obstacle, et sans choix multiples de direction. Donc voilà un petit peu les résultats sur la survie. Et juste un petit peu pour faire un résumé de ces résultats, je voulais juste vous montrer, en remettant les chiffres de survie apparente et les chiffres de survie par kilomètre, on s'aperçoit que le Tamar et le Scorff ont des bonnes survies, aussi bien totales que par kilomètre. La Brelle, on a vraiment une bonne survie, donc globalement, de toute façon, les individus survivent, mais il y a quand même un espèce de problème, on pointe du doigt un problème sur la Brelle, malgré une survie apparente vraiment bonne. Cette survie devrait être encore plus élevée vu la longueur de l'estuaire. Et sur le Frome, là, ça a l'air quand même de pointer du doigt une situation où la survie des smolts est beaucoup plus faible, que ce soit au total ou par kilomètre. Nous avons regardé, comme je vous ai dit, tout un tas d'autres paramètres et en fait, ils n'ont pas d'influence sur la survie des smolts. Et si vous avez un tout petit peu retenu ce que Étienne vous a présenté ce matin, on ne retrouve pas d'effet de la taille sur la survie des individus. Donc c'est un résultat qui est assez surprenant, car il y a vraiment de bonnes relations sur normalement la survie des individus pendant leur migration marine. Mais en fait, il s'avère que la phase estuarienne, pendant cette phase-là, la taille n'interviendrait pas dans les paramètres qui sont importants pour leur survie. Je pense que ce n'est pas tout à fait illogique, dans le sens où les individus, ils restent que quelques jours. Donc on a 2 jours, 4 jours de migration dans cette phase. Et donc potentiellement, la taille, enfin potentiellement, en tout cas nous, on n'a pas trouvé de relation avec la taille. Et donc ça serait peut-être une phase un peu trop courte pour que la taille ait une influence particulière. Par contre, il y a, je trouve, des paramètres qui sont manquants dans notre étude et on aurait pu notamment faire un suivi des prédateurs pour savoir tout simplement l'influence des prédateurs sur la survie de nos individus. Et ça aurait été aussi intéressant de suivre et de faire un relevé des activités humaines, la présence de bateaux, la présence d'activités genre dragage, ce genre de choses, pour voir, pour justifier en fait nos trouvailles et les influences et par rapport au site du Frome. Donc qu'est-ce qui se passe sur le Frome? Pourquoi on a cette survie beaucoup moins bonne pour le Frome? Eh bien, peut-être que c'est parce qu'il a une forme particulière et que ce site est en forme de boule où les poissons en fait, peuvent nager un peu à droite à gauche. Il y a des papiers qui expliquent que la direction de nage ne suit pas forcément le courant et que les individus nageraient dans de multiples directions.
Si c'est le cas, et si effectivement il y a une influence de la distance sur la survie des saumons, et ben, du coup, les individus arrivant dans cet espace vaste qui n'est plus guidé par une situation directionnelle, en fait, ils nageraient potentiellement beaucoup plus de kilomètres et seraient donc plus impactés que les autres par la distance parcourue. Est-ce que aussi cette forme qui finit par un goulot d'étranglement permettrait beaucoup plus de prédation des prédateurs? Enfin, moi, si j'étais prédateur, clairement, j'attendrais que les smolts ils arrivent dans le goulot d'étranglement plutôt que de les chasser dans tous les estuaires. Et enfin, ça reste quand même un estuaire avec de fortes activités humaines, et donc ça peut aussi expliquer ces résultats. Pour la Brel, eh ben, c'est cette voie migratoire qui est difficile à trouver, qui provoque des ralentissements dans la migration. Qui dit ralentissement dit chercher son chemin de la même façon, beaucoup plus de distance parcourue pour trouver sa voie vers la mer. Qui dit stationnement à un endroit dit possibilité des prédateurs de beaucoup plus d'être comment on dit, successful. Ouais, bref, ils gagnent, quoi. Et évidemment, il y a des activités humaines. Ce site est totalement géré par cette écluse qui pourrait donc, de toute façon, c'est connu, les impacts des barrages dans la survie des smolts. Ok, donc voilà pour cette étude. J'ai remis en fait en conclusion les mêmes chiffres, mais en parlant plus de mortalité, pour un petit peu avoir un point de vue juste un tout petit peu différent. On fait juste 100 moins la survie. Hein. Et en fait, donc la période estuarienne, cette période de dévalaison en estuaire, provoque entre 5 et 24% de pertes pour les truites et entre 11 et 62% pour les saumons. Donc en fait, quand on pense à ça, sur le peu de distance qu'ils ont à parcourir par rapport à leur migration marine totale, ça reste quand même une perte importante qu'on identifie grâce à ce projet pour les populations, qui est dès la dévalaison. Si on pense au fait qu'il y a un retour et qu'il va aussi y avoir une perte, même si elle est moins conséquente lors de la montaison, voilà, l'estuaire reste quand même assez challenging pour ces populations. Il y a une problématique sur le frome, et on a développé des réunions avec les gestionnaires de ce site pour essayer de voir si on peut pousser un petit peu et si on peut poursuivre nos investigations pour comprendre pourquoi le frome présente des survies beaucoup plus faibles. Et aussi, en fait, non seulement sur la Brel, on s'intéresse au taux de survie, mais finalement, le porc participe très activement à notre étude, et il nous donne accès au niveau de l'eau dans le port, parce qu'avec les écluses, en fait, il régule le niveau de l'eau dans le port, et on va essayer de comprendre en fait le comportement migratoire et non seulement la survie avec le niveau de l'eau et les possibilités ou non pour les smolts de continuer leur migration ou pas. Et donc, chose première, chose due, je voulais juste vous parler du reste du projet en sorte de perspective. Donc, on a fait la même étude, à quelque chose près, avec des truites de mer, mais cette fois-ci adultes, donc des individus qui ont été marqués après leur reproduction. Et cette fois-ci, du coup, on a des taux de survie de 95% à 68% en estuaire. On retrouve un chiffre qui est un peu plus bas pour le frome et un tout petit peu au milieu pour la Brel, avec également un taux de survie par kilomètre qui est plus faible que sur le tamar. Donc on a des tendances un peu similaires entre la migration des adultes et des smolts. Et quand on regarde les paramètres qui influencent cette survie, on retrouve une influence positive de la vitesse migratoire, une influence négative de la distance, mais en plus de ces paramètres, on a aussi le nombre de migrations déjà effectuées. De ces nombres de migrations en fait, marines, eh ben, en fait, on a un effet positif de l'expérience du poisson. C'est comme si
plus il faisait sa migration, plus il connaissait un petit peu les embûches qu'il allait trouver sur son chemin, et les survies sont meilleures. Et donc, je ne vais pas revenir en arrière au cas où ça ne marche pas, mais grosso modo, tout ce que je voulais vous dire, c'est que sur ces individus, comme ils sont plus grands, en fait, on peut leur mettre plus de matériel à l'intérieur. Ils supportent un peu mieux la charge. Et on leur a mis un tag qui enregistre la température et la pression toutes les 2 minutes. De ces informations, si on les combine et qu'on regarde la température et la pression simultanément, c'est un petit peu ce que vous avez sur le graphe. Donc vous avez en bleu la profondeur à laquelle le poisson est et en orange la température. Grâce à ces 2 mesures, on arrive à retrouver les causes de mortalité des truites de mer pendant leur migration. Et donc ici, par exemple, si vous suivez le comportement de plongée du poisson, en fait, il est tranquille, il fait ses plongées, il descend jusqu'à 20 mètres. Et ici, à ce moment-là, tout d'un coup, le poisson sort de l'eau et il vole. Et en même temps, on a une élévation de la température qui était une température représentant la température de l'environnement à une température de 41 degrés qui représente en fait un événement de prédation par un oiseau marin. Donc en fait, les informations qui à la base étaient collectées pour suivre la migration et retrouver les routes migratoires des poissons nous permettent quand même d'avoir des données intéressantes sur les causes de mortalité des truites de mer en mer. Et donc on a utilisé ces données pour identifier des causes de mortalité liées à la pêche à la ligne, des événements de prédation et évidemment on a aussi des événements qu'on n'a pas réussi à expliquer. Si on s'intéresse uniquement à la pression, cette fois-ci, il faut que je retourne en arrière. Je vais y arriver. Bref, si on s'intéresse uniquement aux données de pression, en fait, on va s'intéresser au comportement de plongée des individus et on s'est aperçu qu'en fait, les truites n'étaient pas du tout tout le temps en surface, mais plongeaient très régulièrement dans la journée et avec notamment des différences de comportement entre les sites d'études qu'on a fait. Et donc, on va aussi pouvoir utiliser ces données, notamment en Angleterre, parce qu'il y a une régulation qui est spécifique sur le déploiement des filets en mer, où les pêcheurs sont limités dans les zones de 0 à 3 mètres. Et les filets doivent être plus profonds que ça pour protéger les truites et les saumons, mais en fait, on s'aperçoit que les truites sont de toute façon plus profonds que 3 mètres. Et enfin, on va utiliser la température pour essayer de retrouver les routes migratoires. Donc, on va comparer la température enregistrée par la marque avec les températures de l'environnement, ce qui va nous permettre, ce que vous voyez dans cette image-là, qui est une image de simulation, de pouvoir retracer le tracé migratoire des truites adultes pendant leur migration. Et c'est quand même des choses qui vont être très, très novatrices. On ne sait pas où vont les truites. Ceci dit, l'étude acoustique nous a quand même permis de savoir qu'il y a des échanges entre les populations et un individu marqué sur le frôme a été détecté sur la Brelle. Et donc, je souligne encore une fois, comme ce matin, l'importance de faire une gestion ensemble entre les différents pays, au moins, tout du moins pour la truite de mer. Voilà, merci beaucoup.